Le dessous des cartes va consacrer deux numéros au gaz de schiste, car faut-il ou non exploiter cette source d'énergie? Dans un premier volet, aujourd'hui, nous allons faire un peu de géologie et expliquer comment on accède et on exploite les gaz de schiste. Et puis, dans un prochain volet, nous verrons si cette source d'énergie modifie véritablement la géographie énergétique mondiale. À l'aide des données de l'Agence américaine de l'énergie, si on cherche à la surface du globe où se trouvent les bassins d'hydrocarbures de roche-mère, qu'on appelle improprement gaz et pétrole de schiste, on obtient en 2013 cette carte. Elle montre une répartition très inégale des ressources. La Chine détiendrait les premières ressources techniquement récupérables de gaz de schiste au monde, avec 31 600 milliards de mètres cubes, placée devant l'Argentine, l'Algérie, les États-Unis et le Canada. Et pour le pétrole de schiste, c'est la Russie qui détiendrait les premières ressources techniquement récupérables avec 75 milliards de barils, devant les États-Unis, la Chine, l'Argentine, la Libye. Alors ce ne sont que des estimations basées sur les données géologiques des sols et non pas sur des explorations. Mais c'est là le niveau de connaissance actuel. Alors, quelle est la différence entre ces gaz et pétrole de schiste, dits non conventionnels, et le pétrole et le gaz, dits conventionnels? Eh bien, regardez ce schéma. Les hydrocarbures dits conventionnels sont pompés dans une roche poreuse et perméable, située sous la roche couverture, et dans laquelle ils se sont accumulés, formant ainsi un réservoir, après avoir migré de la roche-mère. Alors que le gaz et le pétrole de schiste sont, eux, restés piégés dans la roche-mère, une roche non poreuse, non perméable, appelée schiste. Et ils sont stockés de manière éparse, à de grandes profondeurs, entre 2000 et 3000 mètres pour le pétrole de schiste et au-delà de 3000 mètres pour le gaz de schiste. En 2013, les ressources récupérables de gaz de schiste s'élèveraient à 207 000 milliards de mètres cubes dans le monde, ce qui représente 32% de la totalité du gaz techniquement exploitable. Le pétrole de schiste, lui, est présent dans des quantités plus limitées. Il représente 10% de la totalité du pétrole techniquement exploitable dans le monde. Eh bien, tous ces chiffres permettent de mesurer que l'on est face à de nouvelles disponibilités en énergie fossile non renouvelable. Eh bien, quelles sont les conséquences? Regardez cette courbe montrant l'évolution de la demande mondiale d'énergie primaire, c'est-à-dire non transformée, entre 1980 et 2011. Elle a presque doublé entre ces deux dates, tirée par les pays émergents, surtout la Chine et l'Inde, et elle devrait continuer d'augmenter de plus d'un tiers d'ici 2035, selon les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie. Maintenant, si on regarde les divers types d'énergie qui répondent à cette demande mondiale d'énergie primaire, on voit que la demande de gaz naturel prend une part de plus en plus importante jusqu'à concurrencer le pétrole et le charbon. Car la combustion du gaz émet 2 fois moins de gaz carbonique que celle du charbon et un peu moins que celle du pétrole. À cela s'ajoute la baisse de la disponibilité des hydrocarbures conventionnels, donc le gaz de schiste apparaît à certains comme une des solutions pour satisfaire la demande énergétique mondiale. Sauf que ce gaz de schiste est difficile à extraire et pour y parvenir, on pratique ce qu'on appelle la fracturation hydraulique. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Pour vous en faire une idée plus précise, allons voir aux États-Unis. C'est là, en 1947, entre les États du Kansas, de l'Oklahoma et du Texas, sur le champ de Hugoton, que cette technique a été mise en œuvre pour la première fois. Comment fait-on pour fracturer? Concrètement, avec un derrick, on perce un puits vertical pour atteindre la couche des schistes. Puis le forage vertical se poursuit en plusieurs forages horizontaux, souvent sur plusieurs kilomètres. Ensuite, un fluide composé de plusieurs produits est injecté sous haute pression pour ouvrir, faire éclater la roche le long du forage horizontal afin de la rendre perméable et ainsi libérer le gaz qu'elle contient. Le mélange de gaz de schiste et d'eau est ensuite pompé pour le faire remonter à la surface via le puits de forage pour qu'il puisse être récupéré.
Puis, gaz et eau sont séparés. Le gaz est ensuite stocké et acheminé par camion, par chemin de fer ou par gazoduc vers un lieu de raffinage. Mais pourquoi cette fracturation pose-t-elle problème? Parce que le fluide de fracturation est composé principalement d'eau. Les volumes injectés atteignent en moyenne 10 à 15 millions de litres pour le forage d'un seul puits, soit à peu près l'équivalent de 4 piscines olympiques à chaque fois. Donc il faut énormément d'eau disponible. D'autant plus qu'il faut ouvrir en permanence de nouveaux puits. La moitié de la production totale cumulée de nombreux puits se réalise en fait lors des 2 premières années d'exploitation. À cela s'ajoutent des agents de soutènement appelés propans, en général du sable, pour que les fissures restent ouvertes, plus des additifs chimiques pour augmenter la viscosité de l'eau, et cette composition peut varier d'un site à l'autre ou d'un industriel à l'autre. Lorsque le mélange fluide et gaz de schiste remonte à la surface, il ramène aussi du sel, des métaux lourds et parfois des éléments radioactifs. Donc si le puits de forage vertical perd son étanchéité, ou si les rejets de surface s'infiltrent dans le sol, il y a des risques de contamination du sous-sol, notamment des nappes phréatiques, qui approvisionnent les hommes en eau potable. Autre problème, les infrastructures de surface sont très lourdes pour stocker et transporter le gaz, l'eau, le sable, les additifs chimiques, ce qui peut par exemple entraîner des modifications de sol ou des glissements de terrain. De même, il faut prendre en compte les allers-retours des camions qui amènent l'eau et les additifs qui repartent avec le gaz extrait, ainsi que les eaux polluées et les déchets chimiques. Ils peuvent être à l'origine de pollutions accidentelles. On a donc une empreinte au sol importante. En moyenne, 4 à 5 hectares de biodiversité sont détruits autour de chaque site d'exploitation, selon The Nature Conservancy, une organisation américaine de protection de l'environnement. Or, depuis 2000, avec l'exploitation devenue massive des gaz de schiste aux États-Unis, la fracturation hydraulique s'est généralisée dans le pays. Maintenant, si on s'intéresse aux enjeux climatiques liés au gaz de schiste, lors de sa combustion, dans les centrales électriques, il émet 2 fois moins de dioxyde de carbone, c'est-à-dire le CO2, que le charbon. Donc il peut être vu comme un outil potentiel de réduction des gaz à effet de serre. Sauf que le gaz de schiste, c'est un gaz, et il est principalement composé de méthane. Aux États-Unis, les puits de gaz de schiste laisseraient fuir durant l'exploitation jusqu'à 9% de méthane. Or, le potentiel de réchauffement de l'atmosphère par le méthane est environ 25 fois supérieur à celui du CO2. Donc, au final, le gaz de schiste contribue aussi à l'effet de serre. Eh bien, vous le voyez, le débat reste très ouvert sur cette question des gaz de schiste. Du côté des énergéticiens, cette ressource permet d'aller vers une économie moins carbonée. Pour certains économistes, en fait, c'est un prétexte pour retarder la transition énergétique vers les énergies renouvelables. Les environnementalistes, eux, sont principalement concernés par les impacts environnementaux de la fracturation hydraulique à la surface. Et sur le terrain, les populations concernées, dans l'ensemble, s'insurgent contre l'exploitation de cette ressource. Alors, est-ce qu'il existe des alternatives à la fracturation hydraulique? Il y a d'abord la fracturation au propane non inflammable. Utilisé sans eau ni additifs, le fluide de fracturation peut être récupéré quasi intégralement sous forme gazeuse, ce qui permet de supprimer les risques liés à l'utilisation du propane traditionnel, tels que les incendies ou les explosions. Mais cette technique n'a pas encore été testée sur le terrain. Sa production est onéreuse, donc non rentable, du moins à ce stade. Ensuite, il y a la fracturation à partir de dioxyde de carbone, d'hélium ou d'azote, ou encore des méthodes qui visent à éliminer ou à diminuer les fluides ou les additifs, notamment la stimulation par arc électrique, la fracturation par choc thermique ou la fracturation pneumatique. Alors que faut-il retenir de tout cela? Eh bien aujourd'hui, la fracturation hydraulique reste pour le moment la seule technique qui permette d'accéder et de produire les pétroles et les gaz de schiste. Deuxièmement, des techniques alternatives sont à l'étude, y compris en France et en Allemagne. Elles cherchent à éviter cette très forte consommation d'eau et l'injection dans les sols de nombreux produits chimiques. Troisièmement, il y a toujours débat. Pour certains analystes,
Le gaz de schiste va profondément modifier la géographie de l'énergie dans le monde, mais pour d'autres, les gaz de schiste seraient une sorte d'énergie de transition avant la sortie des énergies carbonées vers le milieu du XXIe siècle. Alors pour approfondir ce dossier très complexe, vous pouvez lire utilement la revue Futurible d'avril 2014, un article de Pierre Papon. Vous pouvez lire aussi ce petit livre Parlons gaz de schiste en 30 questions de Pierre-René Bocky aux éditions de la Documentation française. Et puis le numéro de la revue Carto d'avril 14 consacre tout un dossier aux énergies et aux minerais. Vous pouvez retrouver toutes ces références de livres et de revues en langue française, mais aussi en langue allemande, sur le site du Dessous des cartes. Et puis, si vous souhaitez accéder aux vidéos du Dessous des cartes en illimité, sachez qu'il existe un service d'abonnement via Dailymotion avec plus de 200 épisodes en ligne.